À présent de la revue de presse internationale avec vous, Hélène Frade, vous allez bien? Bonjour Elisabeth, ça va pas mal et vous? Ça va parfaitement. On va commencer avec, on en parle beaucoup évidemment, c'est une journée historique pour l'Égypte, de ces élections législatives, les premières depuis la chute d'Hosni Moubarak. Les Égyptiens qui affirment depuis plusieurs jours maintenant leur attachement à la démocratie et à la liberté dans la rue et qui vont devoir désormais choisir entre une myriade de candidats au cours d'un processus électoral qui s'annonce très long et très compliqué. Et le problème, explique ce matin The Guardian, c'est qu'une grande partie de la population est analphabète et c'est une difficulté à laquelle la Commission suprême électorale égyptienne s'est attaquée en renouant avec une méthode qui avait cours en Égypte dans les années 50. À l'époque, le pouvoir voulait aider les électeurs à identifier correctement les candidats et avait décidé de leur faciliter la tâche en leur proposant des dessins sur les bulletins de vote. Et c'est justement avec cette pratique que les autorités égyptiennes viennent de renouer. The Guardian nous apprend que le choix de ces pictogrammes qu'on voit ici à l'écran est défendu au nom des intérêts des électeurs, mais qu'il soulève toutefois un certain nombre de critiques, certains candidats estimant être mal représentés par les dessins en question, comme un candidat qui est représenté par une robe de femme et qui s'en est dite humilié. Les élections égyptiennes, Elisabeth, version dessin, c'est à voir aussi avec ce croquis publié par The International Herald Tribune, où l'on voit un aréopage de militaires votés à main levée. Ils se disent tous en faveur, je cite, de la fin de la répression et de son remplacement par la tromperie, le subterfuge et la manipulation. Voilà pour les militaires. Quant aux islamistes, à voir du côté du Jérusalem Post, c'est en sonnant la cloche de la liberté, qui est le symbole de l'indépendance et de la démocratie, que l'Égypte est en train de les réveiller. Le printemps arabe qui ouvre désormais une phase de transition délicate, on l'aura compris, mais il n'y aurait, à en croire le journal Gulf News, rien de surprenant à cela. Le quotidien bahreïni explique que les heurts et les violences auxquelles on assiste font partie intégrante du printemps arabe, qu'il est normal que la révolution ne se fasse pas en un jour. Oui, la révolution est longue et sanglante, oui, elle est chaotique, mais les peuples arabes ont pris le pouvoir et ils l'ont pris pour le garder. Ils ont même inspiré le reste du monde, l'Iran, Israël et jusqu'aux États-Unis avec le mouvement Occupy Wall Street. L'auteur de l'article, Elisabeth, qui oublie toutefois de mentionner que le printemps arabe est passé aussi à Bahreïn, où il a été très violemment réprimé. On va se rendre à présent au Maroc, où on votait également ce week-end, élection législative anticipée, remportée largement là aussi par les islamistes du PJD. La victoire des islamistes qui ne satisfait pas toutefois ceux qui au Maroc entendaient faire souffler le printemps arabe, et notamment les militants du 20 février. Sur le site larbi.org, ils évoquent ce matin des élections en forme de leurre, je cite, un scrutin dans le sillage de réformes promises par Mohamed VI, auquel ils ne croient pas. C'est un scrutin qu'ils ont boycotté. Il critique le discours officiel qui consiste à qualifie de franc succès des élections auxquelles seuls 6 millions de Marocains sur plus de 13 millions d'inscrits ont participé. L'héroïne, d'après eux, véritable de ce scrutin, c'est surtout la non-participation, et ce en dépit, je cite toujours, de l'omerta médiatique et de toutes les intimidations judiciaires et policières qui ont visé les partisans du boycott. Actualité décidément électorale, puisqu'on vote également aujourd'hui, en tout cas ce matin, en République démocratique du Congo, où le président Joseph Kabila est donc candidat à sa propre succession. Il fait même partie des grands favoris. Il devrait très probablement l'emporter, tant l'opposition congolaise est divisée. C'est en tout cas le pronostic que fait le site Slate Afrique, qui propose de nous expliquer pourquoi l'opposition risque de se prendre une raclée. Alors il y a ces divisions, 11 candidats retenus pour cette élection qui a un seul tour, on le rappelle, 11 candidats dont le président Joseph Kabila, et tenez-vous bien, près de 19 000 candidats pour les 500 sièges de l'Assemblée nationale. Alors parmi les principales figures de l'opposition, il n'y aura pas Jean-Pierre Bemba, le candidat à la présidentielle de 2006, qui est en ce moment jugé à La Haye pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il y aura en revanche l'opposant historique, Étienne Tshisekedi, qui n'est pas parvenu toutefois à nouer les alliances qui lui auraient permis d'asseoir sa position face à Joseph Kabila. Pour terminer, Elisabeth, je propose de jeter un coup d'œil à une toute autre révolution, cette révolution verte qui n'aura probablement pas lieu à Durban et qui s'ouvre ce matin avec le sommet sur le changement climatique à voir la une du Times sud-africain. Il faut une révolution pour sauver notre planète. Il faut trouver une suite au protocole de Kyoto, effectivement. Kyoto 2, ça paraît mal parti. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse internationale.